Bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci à tous d'être présents, surtout sur ce créneau où on aura peut-être faim à la fin. Comme vous pouvez le voir, on a un participant qui est manquant, qui va arriver d'ici 10 minutes. Donc RTE sera bien là, vous inquiétez pas. Du coup, on va parler de la conférence du coup de stockage réseau l'essor des batteries. Une thématique qui est assez présente depuis le début de ce salon. Il y a beaucoup eu de thématiques sur la flexibilité. On parle également de stockage. On pourra rentrer un peu plus dans ces détails. Et donc pour cela, je vais être accompagné, alors dans l'ordre, même si le premier est absent, Yannick Jacquemart. Donc Yannick, directeur transformation de l'exploitation du système électrique et intégration des flexibilités. Jean-François Leromancé, président de la société Stolec. Il présentera sa technologie lors de la table ronde. Jean-Yves Stéphane, cofondateur de la société Storio Energy. Et Clément Leroy, donc board member of the Energy Practice. Du coup, le stockage, comme je vous l'ai dit, on en parle beaucoup. En France, notamment, on vous parle de service système. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. On va essayer d'en parler un petit peu. On parle aussi de problèmes, de prix négatifs, de congestion. On parle d'autoconsommation. On voit que le stockage se développe en France, mais il se développe aussi dans d'autres pays de manière différente. En Europe, mais également à l'international. On voit le Chili, l'Australie, la Chine. Donc dans ce premier temps de parole, Clément, je vais te demander d'essayer de faire un panorama du stockage à l'international et des cas d'usage. Il n'aura que quelques minutes pour vous en parler, donc ne lui en voulez pas s'il loupe un ou deux détails. Merci Vincent, bonjour à toutes et tous. Alors oui, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, je pense qu'on est ici avec un public de spécialistes et de connaisseurs. On disait, voilà, le sujet des batteries, enfin en tout cas stationnaires et le stockage, c'est un sujet entre guillemets plutôt anecdotique. L'électricité ne se stocke pas et donc le sujet c'est de garantir l'équilibre offre-demande via l'ensemble des moyens de production, de la consommation, etc. Mais en tout cas, ce tampon entre guillemets qu'on pourrait imaginer sur la théorie, de toute façon, n'est pas une réalité à la fois technologique, économique, etc. Les choses ont évidemment énormément changé et sont encore en train de s'accélérer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut en parler de manière précise et concrète avec des éléments que je vais redonner dans quelques instants en termes quantitatifs? C'est à la fois alors il n'y a pas eu de rupture technologique en tant que telle, hein. On navigue encore beaucoup sur des technologies de stockage, en tout cas pour le gros. On verra après qu'il y a d'autres alternatives, bien sûr. Mais en tout cas, le gros des technologies, c'est du lithium-ion, donc rien de nouveau sous le soleil, des choses qui sont éprouvées, qui sont en place depuis des années et des années. En revanche, évidemment, il y a eu des progrès en termes de supply chain, en termes de manufacturing qui font que les coûts se sont effondrés. En tout cas, c'est des technologies qui sont beaucoup plus abordables. Et entre autres, la mobilité électrique a fait beaucoup pour le sujet puisque ça a démocratisé entre guillemets. Il y a eu énormément de nouvelles capacités de production qui se sont développées, énormément aussi de liens entre l'amont et l'aval qui se sont mis en place. Et on y reviendra peut-être aussi, le sujet du recyclage qui fait que pour partie, alors ça reste encore balbutiant, mais en tout cas de plus en plus, on est en boucle courte et donc ça évite d'avoir à remettre entre guillemets dans le circuit et dans le système de nouvelles capacités. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Deux éléments que je propose de retenir. Le premier, c'est quand je parlais de l'effondrement des coûts, c'est qu'en 15 ans, les coûts all inclusive entre guillemets ont baissé de quasiment 90%, donc par rapport à une référence de ce qu'on pouvait trouver. Donc autant dire que voilà, ça rend entre guillemets le sujet beaucoup plus crédible pour un système énergétique. Et le deuxième point, c'est que ces dernières années, à l'échelle internationale, il y a quasiment eu un doublement chaque année des capacités installées. Et donc voilà, on est sur une courbe vraiment extrêmement rapide d'adoption. Alors comme le disait Vincent dans son introduction, c'est vrai que la France n'est peut-être pas aujourd'hui le marché témoin entre guillemets et le plus en avance. Alors plutôt pour des bonnes raisons, c'est parce que on a en France aujourd'hui une qualité entre guillemets du système énergétique et électrique en particulier qui fait que, alors je veux pas dire qu'il n'y a pas de sujet et pas de besoin, mais en tout cas au global par rapport à d'autres géographies, on a cette qualité qui fait que c'est peut-être pas le marché le plus propice. En revanche, si on dézoome, effectivement, là, on va trouver des marchés sur lesquels les besoins sont criants. Alors, Vincent citait quelques exemples de pays, et je vais les détailler en un instant. L'Afrique du Sud, qui a été un des premiers marchés à se développer très rapidement,
l'Afrique du Sud, c'est pas pour la beauté du geste que les batteries se développent, c'est rien que pour la continuité d'approvisionnement. Pour ceux qui ont suivi, les années qui viennent de s'écouler en Afrique du Sud ont été dramatiques. C'est toujours pas d'ailleurs complètement résolu. Les principaux fournisseurs ont fait faillite. L'État était déficient dans sa capacité de réguler et d'influer. Et donc, tant dans les entreprises que dans les industries et pour les particuliers, les taux de coupure quotidien étaient astronomiques et donc de nombreuses batteries se sont mises en place rien que pour assurer cette continuité d'approvisionnement à la fois sur les systèmes mais aussi ce qu'on appelle behind the meter, c'est-à-dire au plus près de la consommation pour assurer le fait que les industries puissent continuer à tourner, en tout cas avoir le minimum pour continuer. On parlait de l'Australie et du Chili. C'est des pays qui, vous le savez certainement, ont pris des mesures pour développer de manière très massive les ENR et en particulier le photovoltaïque. Qui dit des taux d'insertion des ENR très importants, dit que à la fois il faut assurer du coup une stabilité du système électrique, on parlait entre autres des services systèmes, mais aussi permettre de gérer la déformation de la courbe de charge habituelle, puisque les ENR et en particulier le solaire impliquent une déformation de ce qu'on connaissait comme chronique de système. Et donc ces deux pays qui ont été très volontaristes ont eu le besoin à un moment donné d'avancer. Dernier pays dans lequel je vais m'arrêter, c'est les États-Unis. Alors, bon, on est dans une nouvelle donne évidemment depuis quelques semaines, quelques mois, mais en tout cas, les États-Unis développent de manière importante les batteries. Vous le savez, la qualité du système électrique aux États-Unis est quand même assez aléatoire et hétérogène, en particulier dans les pays, dans les États de l'Ouest. On a à la fois beaucoup de NR, on a des qualités de réseau qui sont très variables, et on a cette accélération de l'électrification, entre autres avec les GAFAM, la mise en place des data centers. Et donc là aussi, les batteries trouvent naturellement leur place dans le système, à la fois fortement aidées par l'ARE de ces dernières années, mais aussi par les besoins du service et du système. Donc voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est pas juste de la prospective, c'est pas de la R&D, pas de rupture technologique certes, mais un développement très rapide et industriel, et avec de multitudes de cas d'usage, des modèles économiques différents, certains qui sont très en lien avec le système au sens large et donc l'État ou les États, la régulation, et d'autres, comme je le disais, ce qu'on appelle behind the meter, c'est-à-dire derrière la zone de comptage, dans l'emprise entre guillemets de consommation, que ce soit sur le B2B ou le B2C dans certains cas. Et je pense qu'on verra entre autres des solutions qui montrent bien qu'effectivement il y a des cas d'usage de ce type qui se développent aussi de manière importante. Voilà pour un premier tour de piste de ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de ces sujets de stockage stationnaire. Donc merci beaucoup Clément pour ce panorama du stockage. Donc on parle beaucoup de behind the meter depuis 5 minutes. Ce qui est super, c'est qu'on a deux acteurs présents ici qui proposent du behind the meter. Donc en France, c'est beaucoup du front of the meter dont on parle. Donc on raccorde directement les batteries sur les réseaux. Mais il y a d'autres solutions qui existent. Donc Jean-Yves, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta technologie, voilà, comment tu te positionnes sur ce marché? Oui, merci et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le cofondateur CEO de Storio Energy. Storio Energy, on est vraiment sur du stockage. On équipe des sites fortement consommateurs en électricité par des solutions de stockage par batterie. On n'est pas fabricant de batterie. Nous, vraiment, ce qu'on développe en interne, c'est une technologie de pilotage de la batterie. On appelle ça un EMS, Energy Management System, qui va piloter la batterie de manière à soit atteindre des objectifs économiques, financiers, et c'est souvent une composante très forte, mais aussi parfois pour des objectifs opérationnels. Par exemple, protéger un site de micro-coupures et de creux de tension. Et alors, au sein du DR Le Compteur, il y a certainement des entreprises qui sont sur des petits projets, chez les particuliers, j'en connais certaines qui se lancent, mais nous, on est vraiment spécialisés sur des sites fortement consommateurs, donc notamment tout ce qui est industrie électro-intensive, et aussi, on va dire, des sites industriels ou de gros tertiaires. Il y a deux cas d'usage que je veux mentionner. Le premier cas d'usage, c'est une batterie seule, donc qui n'est pas couplée à forcément des panneaux solaires ou d'autres actifs. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger la batterie quand l'énergie est abondante, quand elle est bon marché. Et de plus en plus, même en France où on a beaucoup d'énergie nucléaire, on se rend compte depuis 1 an ou 2, en particulier en 2025, que sur les marchés de gros, quasiment toutes les journées, en tout cas toutes les journées de la saison estivale, on a ces moments où on a une énergie abondante, bon marché, et on peut charger les batteries gratuitement, si ce n'est parfois en étant payé. Voilà. Et donc là, sur ce cas d'usage-là,
juste une contrainte, hein, comme on est derrière le compteur, on hérite du contrat de fourniture d'électricité de notre client. Et donc, la question c'est, est-ce qu'il a un contrat qui dépend du tarif spot de l'électricité, hein, donc typiquement les contrats bloc plus spot. Et si c'est le cas, alors on va pouvoir en bénéficier. Je vois qu'il y a Yannick Jacquemart qui nous rejoint. Donc, merci Yannick pour ta présence. Et pour lui laisser le temps de s'installer, je mentionne le deuxième cas d'usage. Parfois, on couple aussi les batteries à des panneaux solaires. Et là, l'intérêt, c'est de stimuler l'autoconsommation. Et donc, en fait, traditionnellement, dans le solaire, pour trouver la meilleure rentabilité, il faut stimuler l'autoconsommation. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez éviter de mettre trop de panneaux solaires, parce que sinon, il y a des moments où le solaire produira davantage que ce que vous consommez. Mais avec le stockage, on va capter ce surplus, le stocker dans la batterie, le consommer plus tard. Voilà. Et pour finir juste sur ce que fait Storio, on a un accompagnement clé en main, les études en amont du projet, économique, technique, l'achat de la batterie, l'installation et ensuite son exploitation avec le logiciel qu'on a développé. Alors, merci Jean-Yves pour ce détail, ces deux cas d'usage. Il me semble que vous avez un projet mis en service depuis maintenant quelques mois. Est-ce que tu pourrais nous donner concrètement comment ça a fonctionné, les coûts peut-être, si tu peux nous partager ces informations. Oui, tout à fait. Donc on a mis en service plusieurs projets, mais celui dont tu parles, c'était le premier projet qu'on a mis en service en début d'année. Storio, c'est une entreprise qui existe depuis 2 ans et il y a quand même des temps de développement dans le stockage. Donc voilà, on a mis en service en janvier un projet où la batterie, elle fait environ 1,2 MW de puissance, 2,5 MWh de capacité et elle est couplée à une centrale solaire en autoconsommation de 2 MW crête sur un site industriel, l'entreprise Baudin-Châteauneuf, près d'Orléans, qui produit des charpentes métalliques. C'est un très beau projet, on va dire, c'est un projet pour l'autonomie énergétique de sites industriels. Parce que finalement, le système complet, stockage plus panneaux solaires, permet de subvenir à 50% des besoins d'électricité du site. Et ça, c'est un taux d'autoproduction meilleur que ce qu'on obtient si on mettait uniquement du solaire. En général, on est plutôt dans les 15, voire 20, voire 25%. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que si demain, on a un choc sur les prix de l'électricité, et on ne se souhaite pas, mais ça reste possible parce qu'on est encore dépendant du prix du gaz pour une partie de notre électricité. Et donc si demain, il y a un choc, eh bien, le site est protégé. Voilà. Et donc les ordres de grandeur en énergie, je les ai donnés. En investissement, sans être précis sur ce projet-là, mais de manière générale, on va dire sur les petits projets, le coût de revient complet pour 1 MWh de stockage, on va être sur 300 000 euros. Sur des gros projets, on a des effets d'échelle et on peut être peut-être à 200 000 euros pour 1 MWh installé, si on en met plutôt 5 ou 10 MWh ou davantage. Et les temps de retour sur investissement, là, ça va être très variable, mais dans les meilleurs cas, ça peut être 2 ans, et les cas intermédiaires sur les gros projets, 3-4 ans, et les cas avec des projets un peu plus petits et un peu plus de coûts fixes, on va être plutôt sur 6 ans de temps de retour sur investissement pour des batteries qui ont 15 ans de durée de vie. Voilà. Merci beaucoup Jean-Yves pour ces détails. Donc voilà, 6 ans de retour sur investissement, ça reste tout à fait acceptable. Je vais donner le relais du coup à Jean-François. Tu vas aussi pouvoir nous décrire un petit peu ta technologie qui reste du coup en bien isométeur. On n'est plus sur des batteries lithium-ion justement. Là, on est sur une nouvelle technologie. Donc Jean-François. Merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je représente Stolect qui développe une technologie de stockage d'électricité à grande échelle, une technologie souveraine et innovante. Je sais que ce sont un petit peu des buzzwords d'aujourd'hui et ça me fait un petit peu sourire parce que personnellement, je suis président de cette entreprise et je travaille dans le domaine de l'énergie et dans l'innovation dans l'énergie depuis un petit peu plus de 30 ans. Et je dirais que ces mots-là, ça correspond à mes fondamentaux en fait, finalement. Qu'est-ce que c'est que Stolect ? C'est une technologie de stockage d'électricité à grande échelle par conversion thermique. C'est-à-dire que on va utiliser, donc l'objectif c'est de stocker et d'avoir des temps de stockage, enfin d'injection et de décharge compris entre 6 heures et 20 heures. Donc c'est de la longue durée. Donc contrairement aux batteries, en fait, donc c'est un positionnement qui est radicalement différent. Ce sont plus des services en énergie plutôt qu'en puissance. Les avantages de cette technologie. Le premier avantage, en fait, c'est la durabilité. La durabilité parce qu'on va utiliser des matériaux naturels qui sont typiquement des basaltes ou des matériaux réfractaires industriels. La durabilité aussi parce que donc on s'appuie sur des briques technologiques qui sont des turbomachines et des matériaux réfractaires.
Donc des briques qui sont bien connues et utilisées dans d'autres industries, évidemment dans la production d'énergie, aussi dans la sidérurgie. En fait, entre deux coulées, on utilise des matériaux réfractaires. Donc ce sont des briques qui sont bien connues et donc des briques aussi qui sont durables. C'est aussi très durable parce que l'impact carbone de cette technologie, il faut bien taper un petit peu sur les batteries électrochimiques classiques. L'impact carbone, il est 30 fois plus faible parce qu'on n'utilise pas de matériaux transformés, on utilise des matériaux qui sont naturels. Et quand on compare en fait les différents critères de l'ACV, et ben effectivement, il n'y a pas photo. On est bien meilleur sur tous les critères de l'ACV quand on creuse le sujet. Le deuxième avantage, c'est l'absence de contraintes d'implantation. Dans notre technologie, on utilise des matériaux naturels, neutres pour l'environnement, de l'air, des turbomachines, donc des matériaux recyclables, recyclés. Et il n'y a aucun risque en fait pour les activités industrielles et humaines. Et ce ne sont pas des installations classées ICPE. Donc on peut les déployer n'importe où. Et puis aussi, on a une empreinte environnementale, une empreinte au sol en fait qui est très faible. Beaucoup plus faible. Alors, si je compare, par exemple, aux STEP, aux stations de transfert d'énergie par pompage, qui sont les technologies les plus utilisées dans le monde, finalement, pour stocker de l'électricité, toujours de manière indirecte, évidemment, avec la gravité, on considère qu'on a en moyenne une empreinte au sol qui est 300 fois plus faible lorsqu'on utilise notre technologie. Et encore, je ne compte pas le fait que les enceintes que l'on montre aujourd'hui, elles peuvent être enfouies, elles peuvent être construites sous talus. Et donc, dans ce cas-là, on a besoin d'encore moins de place. Le troisième avantage de cette technologie, c'est la flexibilité. Alors, par flexibilité, j'ai à côté de moi RTE, donc responsable des flexibilités, donc je fais attention à ce que je dois dire. C'est la flexibilité dans tous les sens du terme, y compris bien sûr au sens électrique du terme en fait. Ce que je veux dire par flexibilité, c'est qu'on peut, dans notre cas, dissocier la puissance qui est fixée par les turbomachines et puis par l'énergie qui est fixée par une masse de matériaux réfractaires qui est dans des enceintes. Donc le principe en deux mots quand même, qu'est-ce que c'est que cette technologie mystérieuse? C'est un système qui est composé de deux enceintes remplies de matériaux réfractaires. Les enceintes sont plus ou moins grandes en fonction de la quantité d'énergie que l'on veut stocker. Et puis elles sont reliées entre elles par deux trains de turbomachines, un train de compresseur et un train de turbine. Le tout fonctionnant avec de l'air, qui est le fluide, qui est le porteur, et puis et en circuit fermé. Quand on veut stocker, un moteur électrique entraîne le compresseur qui a la propriété de comprimer un petit peu l'air à quelques bars, mais qui va surtout élever l'air en température. Cet air va circuler à travers les matériaux réfractaires qui vont emmagasiner beaucoup d'énergie. Ça, c'est important, c'est de la physique parce qu'il faut bien noter que alors là, je rebondis un petit peu sur ce que dit souvent RTE, en fait, quand il parle de flexibilité, les chauffe-eau, c'est que la chaleur sensible, ça permet de stocker énormément d'énergie, en fait. Quand vous chauffez de l'eau, par exemple, un ballon de 200 litres d'eau chaude, vous l'augmentez de 5 degrés la température, vous avez stocké 1 kWh. J'aime bien cet exemple-là, parce que pour stocker 1 kWh avec une STEP, eh bien, il faut prendre 1 tonne d'eau et la monter à 360 mètres. C'est pas du tout la même chose. Donc le thermique, c'est quelque chose de très efficace et c'est l'idée de base en fait de ce procédé-là. Et puis quand on veut les stocker, eh bien on fait passer cet air chaud à travers une turbine de détente qui est reliée à un alternateur qui va réinjecter donc l'électricité sur le site ou sur le réseau. Voilà, bref, le principe. Merci beaucoup. Ça a l'air simple en apparence, il y a quand même un certain nombre de modélisations et de travaux à faire autour. Le rendement, c'est 70% parce qu'en fait, 70% parce que, alors c'est une bonne question, toutes les questions sont bonnes, mais celle-là en particulier, c'est 70%, c'est le rendement visé. Pourquoi ? Parce qu'on fonctionne en cycle fermé. La chaleur qui n'a pas travaillé à travers la turbine, elle est stockée dans la deuxième enceinte et elle est réutilisée au cycle suivant et le compresseur a un fonctionnement de type pompe à chaleur en fait. Donc c'est ce qui fait que globalement on a un rendement de ce niveau.
Donc merci Jean-François pour cette présentation très détaillée. Donc on a vu, il y a des avantages aussi à d'autres technologies que les batteries, il y a moins de risques sur les matériaux, une empreinte carbone qui est plus faible, mais également aussi une empreinte sur le foncier où il y a beaucoup de sujets réglementaires actuellement en France qui peut être très très intéressante. On va pouvoir lancer un petit peu RTE après cette petite arrivée. Du coup, voilà, une petite question. Donc, Clément nous a fait un petit peu un panorama des besoins de stockage dans les différents pays du monde. Moi, j'aimerais savoir, donc, qu'est-ce qu'en pense RTE? Quel est le besoin de stockage en France en termes de flexibilité? On est sur du journalier, de l'hebdomadaire, de l'intersaisonnier, voilà. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Merci. Toutes mes excuses pour le retard. Donc, plusieurs questions dans la question. D'abord, le type de stockage ou le type de décalage utile. On a dit, RTE a écrit dans ses rapports jusqu'à 2050, il y a une très grande augmentation des besoins de flexibilité. Il y a plein de gens qui ont compris, on va ouvrir un marché de 70 gigawatts de flexibilité. Quand est-ce que vous l'ouvrez? Non, ça ne va pas se passer comme ça. Les flexibilités dont on parle, donc c'est pas l'intersaisonnier, parce qu'il y a déjà des besoins de flexibilité intersaisonnier. On consomme plus d'électricité l'hiver que l'été, mais c'est déjà pourvu par le planning des tranches nucléaires, c'est quand même à l'ordre 1, et puis l'hydraulique, bien sûr, des lacs. Deuxièmement, il y a l'hebdomadaire, il y a un rythme régulier de consommation à la maille hebdomadaire, on consomme moins le week-end. Ça, c'est géré en partie, là aussi, par le nucléaire, qui des fois s'arrête ou baisse tout le week-end, et puis par l'hydraulique. Il y a aussi même des stockages hebdomadaires, etc., qui sont optimisés. Il y aura un accroissement sur l'hebdomadaire à terme, mais qui dépend du vent. Donc, ce n'est pas l'énergie qui se développe le plus en ce moment, l'éolien. Mais quand il y aura plus d'éolien offshore, etc., on aura des périodes très ventées, des périodes moins ventées, etc. Donc, à cette maille-là, on aura besoin de stockage ou de décalage de consommation, mais c'est plus dur sur plusieurs jours. Mais là, ce qui est de grande actualité, c'est le changement du rythme journalier. Donc, le rythme journalier, il y a un rythme historique classique lié à la consommation. On consomme moins la nuit. C'est clair. Et désormais, il y a quelque chose de nouveau qui est qu'on a plein de productions disponibles pendant les heures ensoleillées de journée. Et donc, finalement, on a un rythme journalier qui est désormais marqué par 2 périodes de grande disponibilité d'énergie décarbonée, d'électricité en tout cas décarbonée, qu'elle soit nucléaire ou renouvelable, qui est la nuit et le jour. Et 2 périodes de transition un peu plus compliquées qui correspondent au pic de consommation, qui sont tôt le matin, avant que le soleil se lève, donc ça dépend de la saison évidemment. Et puis en début de soirée, ça dépend aussi de la saison, mais quand même autour de 19-20 heures, c'est là qu'on a le plus à mobiliser d'autres moyens de production. Donc c'est là que les prix sont élevés. Si vous regardez la forme des prix, c'est très caractéristique maintenant. Les prix ils ont une pointe le matin, un creux la journée, une pointe le soir, un creux la nuit. Ça varie un peu suivant les saisons. Mais pour le dire, parce que je pense que c'est intéressant dans le débat sur le stockage, la différence de prix en 2024 entre 10h, 18h, en moyenne sur l'année, les jours ouvrés, et 18h, 20h, c'est-à-dire si vous consommez l'électricité entre 18 et 20h, c'est 65% plus cher, au prix de gros, mais c'est 65% plus cher qu'entre 10h et 18h. Et ce n'est pas le jour qui m'arrange, le plus ensoleillé, tout ça, c'est en moyenne sur toute l'année, y compris l'hiver. Donc on voit qu'il y a des dizaines de pourcents d'écart de prix potentiel sur la facture. Je ne dis pas que c'est les contrats que les clients ont. Mais le but, c'est que les contrats des clients s'alignent avec les fondamentaux quand même progressivement. C'est 65% en 2024, c'est des chiffres avérés, c'est pas une simulation, il suffit de faire la moyenne des prix spot. C'était 38 de mémoire, je ne sais plus, en 2023. C'était 14% en 2019. Donc c'est en train d'évoluer extrêmement vite. Et donc les besoins, qu'ils soient de décalage de consommation ou de stockage, à l'ordre 1, ils sont là. Ils sont là au sens, c'est quelques heures tous les jours. Alors, le week-end, il n'y a pas besoin de le faire le matin, parce que les gens dorment, donc il n'y a pas de pointe, mais le soir, ça vaut encore le week-end. Il y a 140% d'écart de prix entre la journée et le week-end ou 18 heures le week-end. 140% d'écart de prix. Et il suffit de décaler ou de stocker 2-3 heures. Donc moi, je suis très content de voir mes partenaires de table ronde. On a deux très belles solutions. Une qui illustre le fait que le stockage, on peut le voir à la maille électrique, mais il faut le voir globalement sur la chaîne entre la production d'électricité et l'usage final. Donc ça peut être du thermique au milieu. Ce n'est pas forcément avant la livraison d'électricité qu'il faut stocker, on peut aussi. Mais... Et une autre qui est très intéressante d'un point de vue réseau, on creusera peut-être ça, parce que le fait de le faire sur site, le fait de le faire en mixte, ça simplifie beaucoup de choses. Et puis c'est du vrai stockage comme on le raconte aux enfants, c'est-à-dire comme on le raconte là. C'est-à-dire on nous dit on va stocker du soleil la journée et puis on va déstocker le soir. Et en fait, pour finir là-dessus, aujourd'hui en France, c'est pas ça qui existe. Toutes les batteries qui sont installées en France, il n'y en a aucune qui fait ça.
Ce qu'elles font, c'est de la puissance, comme le disait fort justement Jean-François. C'est pas de l'énergie. Elles font du yo-yo pour aider RTE à faire ce qu'on appelle l'ajustement, c'est-à-dire les petites variations pour maintenir la fréquence. C'est très utile. Chez RTE, c'est très bien qu'on ait ça. Mais c'est pas le business qu'on raconte aux enfants sur la batterie et la mise du stockage et 2 fois par jour, on va stocker, on va déstocker, etc. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans les livres. En France, en tout cas. Alors, merci pour ce premier temps de parole, Yannick. Donc, on a vu que les besoins en France, ils sont journaliers. On a parlé un petit peu des prix spot qui varient selon les heures de la journée. Je pense que Jean-Yves, tu suis un petit peu ça. Si tu veux commenter sur ce point. Oui, effectivement, je suis ça puisque chez un certain nombre de nos clients, ils ont ces types de contrats bloc plus spot. La partie bloc, ça consiste quand même à dire, je vais expliquer un tout petit peu, même si c'est pas vraiment l'objet. La partie bloc, ça veut dire qu'on peut se couvrir. On peut acheter des produits financiers qui fixent le prix moyen de l'électricité. Et ça, c'est rassurant. Donc, être au spot, c'est pas forcément être en danger que sa facture va exploser, à condition qu'on soit couvert. Voilà. Mais en plus du bloc, il y a le spot, c'est-à-dire que le jour J, chaque heure ou bientôt chaque 15 minutes, on va dire vous avez consommé davantage que votre couverture, cette partie-là, vous l'achetez au spot, ou si vous avez consommé moins que votre couverture, vous revendez au prix spot. Et ça, c'est un contrat, alors peut-être vertueux du point de vue du réseau, parce que ça donne un vrai incentive au consommateur de faire attention, de déplacer sa consommation. Soit il sait la déplacer pour un industriel en programmant des maintenances, il y a d'autres types de flexibilité de la consommation, soit on peut le faire avec du stockage de chaleur, du stockage d'électricité comme on le propose. Et là, actuellement, c'est particulièrement visible déjà en 2024, encore plus en 2025. Sur la saison ensoleillée, on a vraiment des prix spot à 0 €, parfois légèrement négatifs, ou quand ils sont ou très légèrement positifs. Tous les jours, là, depuis le 1er avril, 95% des jours, on avait des prix inférieurs. Le minimum de prix était inférieur à 10 €. Donc on peut se charger quasiment gratuitement. Les pics de prix, la grande question que se posent peut-être les investisseurs, les gens qui considèrent, c'est oui, d'accord, mais comment vont évoluer les pics de prix? Là, je n'ai pas les réponses exactes, parce qu'il y a tellement de variables qui entrent en jeu. Les nouveaux moyens de production, le développement de la consommation. Est-ce que la consommation électrique va vraiment augmenter? Quelle va être la vitesse de l'électrification? Voilà, c'est très complexe. Donc je ne vais pas donner de prédiction. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a des écarts moyens entre le prix minimum et le prix maximum de chaque journée sur l'année 2025, donc du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, de 100 €. Donc c'est des écarts assez importants à comparer avec ce qu'on appelle souvent le LCOS, Levelized Cost of Storage, donc le coût moyen du stockage. Si j'achète une batterie, que je l'amortis sur 15 ans en faisant un cycle et demi par jour, qu'est-ce que ça me coûte de faire un cycle? Et le Levelized Cost of Storage, il est inférieur. Ça va dépendre des détails de système, mais voilà, dans certains cas, il peut être autour de 60 ou 80 €. Donc on se rend compte que, même si c'est vrai que ce n'est pas encore ce que font les batteries aujourd'hui, parce qu'il y avait d'autres besoins plus rémunérateurs, mais ce business model où une batterie fait de l'arbitrage en énergie, il va prendre le relais. En tout cas, nous, c'est plutôt la base de nos business plans. Dans certains cas, on va aussi essayer de participer à des mécanismes de type effacement ou service système, mais c'est plutôt la cerise sur le gâteau. Ce qui va rester à long terme, c'est ses besoins, à long terme en tout cas, à l'horizon, on considère ces investissements, c'est ses besoins en flexibilité en énergie. Donc, merci Jean-Yves. Donc, effectivement, comme ce qui a été précisé, aujourd'hui, les batteries en France, en front of the meter, elles font pas vraiment un cycle par jour, elles font du suivi de fréquence, donc du yo-yo, je crois que c'est ce qui avait été précisé hier pour illustrer. On voit qu'il y a des nouveaux modèles comme Storio qui le fait, où on vise quand même beaucoup plus de faire des gros cycles et profiter un petit peu des prix de marché. Clément, on avait discuté un petit peu en amont de cette table ronde. Tu me disais que le stockage peut se développer grâce aux acteurs de la filière énergétique, c'est vrai, mais pas que. Il faut qu'il y ait un coup de pouce aussi côté industriel ou public, notamment parce qu'il y a plusieurs difficultés. Donc on en a cité certaines, le foncier ou d'autres. Est-ce que tu veux commenter un petit peu ces aspects-là? Alors, oui, parce que je pense qu'on a quand même appris des 15 ou 20 dernières années, entre autres du développement des ENR, qui a pu se faire de manière parfois assez erratique, assez opportuniste aussi, avec un certain nombre d'initiatives qui se sont engouffrées, entre guillemets, dans des brèches de subventions, de soutien divers et variés, à différentes échelles d'ailleurs, locales, nationales ou européens. Et ça a quelque part mis un peu la charrue avant les bœufs finalement par rapport aux besoins, par rapport aux usages, par rapport à la manière d'adapter le système énergétique petit à petit. Et je pense que d'ailleurs les propos qu'on vient d'avoir le montrent bien. Aujourd'hui, on a une vision systémique de la chose. La batterie vient
amener entre guillemets une réponse, vient amener soit en anticipation, soit même en réactif, comme j'ai dit dans d'autres géographies, une réponse à différentes difficultés ou challenges dont le système électrique ou énergétique est confronté. On a des études, on a une approche qui va dans le même sens, c'est-à-dire un dialogue. Alors RT entre autres, qui est évidemment le trait d'union entre guillemets entre un certain nombre de parties prenantes, les industriels qui aujourd'hui en plus ont une maturité sur ces sujets électriques et énergétiques accrue, forcément dans le contexte actuel avec le poste et le coût que représente ce sujet. Et puis l'État qui prend ses responsabilités via ses différents organes, la DGEC, la Commission de régulation et l'Europe aussi qui rajoute entre guillemets les éléments. Donc ça va plutôt dans le bon sens, sachant qu'il y a un point et le fait d'avoir aujourd'hui 2 acteurs français autour de la table le montre bien, c'est que, et d'ailleurs Jean-François tu le citais, il y a le sujet de la souveraineté, il y a le sujet de se dire demain, ces technologies-là, comment elles évoluent. Alors certes, Storio, vous faites des développements. Aujourd'hui, c'est malheureusement, entre guillemets, l'épaisseur du trait par rapport au gros des éléments qui sont très majoritairement préemptés par l'Asie, par la Chine et la Corée du Sud en particulier. Les États-Unis qui, même si dans la politique Trump, le sujet électrique et le sujet stockage n'est peut-être pas en premier plan, mais c'est un sujet de long cours, en particulier au niveau de certains États, comme j'ai dit. Et donc, il faut que l'Europe et la France, a fortiori, ne soient pas la 5e roue du carrosse et donc ne subissent pas le fait d'avoir soit des produits de mauvaise qualité ou pas les bons produits au bon moment. Les batteries, c'est quand même des objets de haute technologie, évidemment. Et on le sait, les capacités de Gigafactory qui sont en train de se développer en France et en Europe n'ont pas comme usage premier de la batterie stationnaire et du stockage. La grande majorité, c'est principalement pour l'industrie automobile et pour le développement. Donc, pour toutes ces raisons-là, il y a un certain nombre de principes et de réglementations qui ont été mis en place, à la fois, comme je le disais, au niveau européen et au niveau français, qui vont dans le bon sens, même si le chemin sera quand même assez long s'il y a vraiment ce passage à l'échelle pour avoir, à la fois d'un point de vue économique, d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue politique, industriel, entre guillemets, les bons éléments aux bons endroits. Merci Clément. Donc effectivement, le stockage en France, ça avance. On attend, je crois, entre 2024 et 2025 de doubler les capacités de stockage en photoémetteurs. Donc on peut considérer que ça commence à être assez exponentiel, mais il reste beaucoup de choses à faire. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais, Jean-François. Donc on parlait du côté industriel, mais il y a quand même des industriels qui te contactent, il y a un projet qui n'est pas secret, je crois, celui de la SNCF, où en fait, ils s'intéressent à ce type de technologie. On parle de souveraineté également, c'est une super chose. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce cas? Oui, je vais parler de ce cas et je vais préciser qu'en fait on s'adresse à trois segments en fait de marché dans le monde entier. En fait, on s'intéresse bien sûr au marché français, mais pas que. 3 segments. Le premier segment, ce sont les réseaux autonomes, en fait, les zones non interconnectées dans lesquelles, en fait, alors c'est peut-être aussi en France, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, dans lesquelles le coût de production de l'électricité est encore très élevé. Dans lesquelles, en fait, je l'ai dit hier au cours d'une de mes interventions, en fait, par exemple, si on parle de la Martinique, finalement, le transport d'une batterie, quand on imagine un couplage solaire plus batterie, eh bien, c'est quelque chose qui se fait avec un coût supplémentaire parce que les transporteurs maritimes demandent des assurances supplémentaires, demandent des containers sécurisés et surtout, ils n'acceptent pas de transporter les batteries usagées. Donc, elles restent sur place, donc ça pose un problème et les gens sur place sont intéressés pour trouver d'autres solutions. Les réseaux autonomes, ça peut être aussi des mines. Je vais dire que depuis le début de l'année, depuis quelques mois, alors je ne sais pas s'il y a une coïncidence avec les situations politiques en Amérique du Nord, aux États-Unis, mais en tout cas, on reçoit beaucoup d'appels entrants en fait, et de demandes diverses. Ça peut être aussi pour des mines, par exemple, sur des zones, sur des continents, des mines qui utilisent du gasoil, en fait, du fioul pour des groupes électrogènes. Et là, quand on modélise en fait sur ces données-là, le temps de retour sur investissement, il est de 5 ans, parce que nous, notre matériau, il coûte pas cher. Le deuxième segment, c'est le segment industriel, je vais y venir. Et puis le troisième, donc, c'est lié aux producteurs d'énergie renouvelable qui sont incités à injecter selon un profil donné. Alors,
Pour les industriels, on reçoit aussi en France des demandes. Le premier projet sur lequel on travaille, donc le système de 1 MW et 5 MWh qui est en construction, c'est sur un site de la SNCF à Rennes. La SNCF, il faut savoir que c'est le premier consommateur d'électricité en France et qui a un profil de consommation qui lui est très défavorable. Alors, il est comme celui que décrivait Yannick tout à l'heure. Donc, il est en chameau. C'est la bosse du matin et la bosse du soir avec le creux dans la journée. La SNCF, elle a été très impactée en 2022 par l'augmentation des prix de l'électricité parce que le surcoût sur sa facture d'électricité, c'était 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros. Alors, suite à ça, la SNCF a décidé de créer SNCF Renouvelable, qui porte l'ambition de produire à l'horizon 2030, c'est de l'ordre de 30% jusqu'à 30% de sa consommation d'électricité, y compris donc, que ce soit pour l'énergie de traction ou l'énergie stationnaire dans ces bâtiments. Mais néanmoins, ça ne change pas le problème pour la SNCF. C'est-à-dire que quand elle va produire de l'électricité solaire, photovoltaïque, eh bien, elle va avoir une courbe en dromadaire, cette fois, centrée sur le milieu de la journée. Et donc, elle recherche toujours, en fait, elle va rechercher à décaler cette production centrée sur le milieu de la journée vers le soir, vers les heures au cours desquels les prix sont les plus élevés. Je dirais que c'est un petit peu un retour en arrière en fait pour la SNCF parce que jusqu'en 2000, avant 2000, en fait, la SNCF avait ses propres moyens de stockage d'électricité qui étaient des barrages, des steppes qui ont été. Alors en 2000, c'était plus pertinent de les garder au sein du groupe, mais ces actifs-là se retrouvent aujourd'hui, c'est la société, au sein de la SHEM, Société hydroélectrique du Midi. Et donc le cas d'usage pour la SNCF, c'est celui-là, c'est ce besoin en fait de décaler comme ils ont les productions de la journée et aussi parce qu'ils ont des sites qui fonctionnent H24 notamment sur des technicentres, des centres de maintenance de la SNCF. Donc ça c'est un cas d'usage et on reçoit. On a signé récemment avec un autre industriel très connu, mais dont je ne peux pas prononcer le nom aujourd'hui, mais qui est un peu confronté à cette même problématique et qui, lui, a une production solaire extrêmement importante et dont qu'il n'arrive pas à valoriser comme il le devrait. Donc merci Jean-François, on le voit bien, il y a des industriels qui n'ont pas le choix, qui doivent consommer à des instants donnés, donc il y a des technologies qui permettent d'essayer de combler ce besoin. Yannick, est-ce que vous voulez reprendre la parole pour commenter ce qui a été dit toujours, c'est super, il nous reste quelques minutes, donc, et on a prévu un petit temps de questions-réponses à la suite, voilà, c'est intégré. Alors si je dois faire le wrap-up, je pense que ça ressort pas mal de nos propos. Le stockage dans le monde, c'est parti. On se posait des questions peut-être il y a 10 ans, là on se pose plus de questions. Et de toute façon, c'est tiré par la mobilité, etc. Donc ça, c'est parti. La question, c'est en France, est-ce que c'est utile ? Alors utile, oui, déjà, même si tout à l'heure je blaguais en disant c'est pas l'histoire qu'on vous raconte sur le solaire, ce qui est fait pour le réglage de la fréquence et le fait de le faire avec des batteries, c'est super. C'est extrêmement rapide. Ça permet de dégager de la puissance, d'utiliser pleinement la puissance disponible sur les autres centrales. Historiquement, on prenait des marches sur les centrales nucléaires, il y avait un bout de vapeur qu'on gardait en réserve, quasiment pour le dire comme ça. Ben là, on utilise tout. Donc, c'est un vrai progrès, c'est bien. Par contre, c'est un gisement limité. Côté RTE, on a deux sujets avec le stockage. Un, c'est qu'on voit 7 à 8 gigawatts en file d'attente de demande de raccordement sur le réseau. Et à côté, quand je discute avec des industriels ou des développeurs, ils me disent non, mais en France, même avec 100 €, on hésite, c'est pas là qu'on va investir parce que franchement, on n'est pas sûr que l'écart entre le prix bas et le prix haut, il soit durable. Et donc, franchement, c'est pas là qu'on va investir. Je dis, bah alors qui c'est qui nous a mis 7 à 8 gigawatts de demande de raccordement si vous voulez pas investir? J'ai du mal totalement à comprendre l'histoire. Sachant que la partie fréquence dont on parle, donc FCR pour les professionnels là, et AFRR, réglage primaire secondaire, ça va faire 2 gigawatts, puis après c'est fini. Les besoins de RTE, ça... J'ai passé quelques années à essayer de l'expliquer, mais je vais le redire. Les besoins de RTE liés à l'arrivée du renouvelable, c'est pas beaucoup plus de réserves très rapides à la seconde.
c'est de prévoir le fait que demain, il y aura plus de soleil à 13h qu'à 20h. Je n'ai pas besoin d'attendre 12h59 pour le dire, je le sais dès maintenant. Donc, au bout de 2 gigawatts, ça va s'arrêter, ce besoin de stockage pour la puissance. Donc, il faut qu'on change de business model. Il faut qu'on change d'équilibre. Et c'est ce que vous racontez les partenaires ici. Donc, on est à ce point de bascule. Alors après, il y a la question qui était longtemps posée, c'est est-ce qu'on en avait un besoin? Besoin au sens impérieux égale besoin, égale intervention de l'État, égale subvention, égale youpi. Ça, non. Le stockage est une solution super avec différentes technologies, parmi d'autres, de flexibilité de consommation, d'autres choses, qui vont concourir à un mix qui est plus ou moins optimal, mais ce n'est pas un besoin impérieux au sens de la sécurité d'approvisionnement. Alors, certains lecteurs assidus du bilan prévisionnel de RTE ont repéré dans un schéma compliqué qu'RTE a écrit que sous certaines hypothèses, on pourrait avoir besoin de 6 gigawatts en 2030. Simplement, il faut comprendre ce schéma, que je n'ai pas fait moi-même, qui est un peu compliqué, dans lequel au-dessus on dit si le nucléaire ne redémarre pas à fond, si la sobriété s'arrête, c'est-à-dire si la conso redémarre vite et que le nucléaire tourne pas bien, ben oui, on aura besoin d'autre chose. Mais la situation actuelle qu'on vit, et politiquement c'est le cœur du débat, c'est pas celle-là. C'est que la conso pour le moment redémarre pas et que, fort heureusement, le parc nucléaire, lui, a retrouvé toutes ses couleurs. Donc dire qu'on a besoin de gigawatts et qu'il y aura des appels d'offres pour des batteries, ça non. Ça n'empêche pas que ça a toute sa place dans le système. Donc faut comprendre ce qu'on dit. Il y a des fois RTE dit c'est nécessaire, on va trouver le ministre en disant vite, faites quelque chose parce que sinon ça va être compliqué. Et puis il y a des fois où c'est juste une question d'optimisation du système, plus ou moins optimisé, plus ou moins bien. Et ça, le jeu, c'est le jeu des acteurs, c'est le jeu du marché, c'est le jeu de l'économie. Et pour finir, ce que je dirais, c'est mon principal regret qui concerne à la fois le stockage et la flexibilité de consommation, c'est que ce qui a été très bien dit, c'est qu'aujourd'hui, on voit les prix sur le spot, c'est-à-dire la veille pour le lendemain, mais il n'y a aucune sécurité pour un investisseur ni pour un client à se dire dans 3 ans, effectivement, les prix l'après-midi seront bien plus bas que le soir. Alors moi, je suis prêt à parier gros, s'il y a des gens qui en doutent, sur le fait que dans 3 ans, les prix à 14 heures au printemps, ils seront beaucoup, beaucoup plus bas qu'à 20 heures le soir. Mais ça ne suffit pas pour sécuriser un banquier. Que Yannick Jacquemart parie gros, il s'en fiche. Donc en fait, le problème qu'on a, c'est un problème de marché et de modèle de marché. C'est-à-dire le marché spot, il marche très bien, mais on n'a pas le marché à terme qui donne ce signal-là. Si tous les acteurs savent que ce sera moins cher à 14 heures qu'à 20 heures, on devrait pouvoir acheter à l'avance de l'électricité à 14 heures pas cher et la revendre à l'avance à des acteurs qui savent qu'ils en auront besoin et que ça sécurise parce qu'ils auront un prix fixe plus cher à 19 heures. Et ça sécuriserait le business model des acteurs, des stockeurs, parce qu'ils pourraient aller voir la banquière en disant c'est pas toute la valeur. Après, il y a de l'infra, il y a des variations, mais j'ai déjà 30 ou 40% de mon business model qui est sécurisé à l'avance. Et ça change tout le business model, j'imagine, tout le business plan pour un investisseur. Et ça coûte rien, c'est juste une décision politique et avec les acteurs. Donc j'encourage, s'il y a des acteurs dans la salle qui achètent de l'électricité, etc. Aujourd'hui, ça n'existe pas en produit de marché, parce qu'en produit de marché, vous n'avez que base ou pointe, à 8h, 20h. Et 8h, 20h, vous avez la pointe du matin, le creux l'après-midi, la pointe du soir, ce qui fait que maintenant, les prix pointe, quand vous regardez, c'est quasiment les mêmes que les prix base. Suivant les saisons, c'est plus bas. En ce moment, c'est plus bas. La pointe, c'est moins cher que la base. C'est un peu contre-intuitif au printemps. L'hiver, c'est un peu plus cher, voilà. Mais ça ne permet pas de donner un signal qui drive ni des consommateurs, ni des stockeurs. Et donc, moi, je cherche des gens qui vont dans ce qu'on appelle les brokers, en OTC, en amont du marché structuré, pour voir si on arrive à trouver ces produits-là. Parce que je pense qu'effectivement, le 100 euros, je ne sais pas si c'est 100, si c'est 80, si c'est 120, mais on doit pouvoir le sécuriser pour 2027, 2028, 2029. Il n'y a pas de raison. Il y a plein d'acteurs qui disent, moi, je veux de la visibilité sur les prix. Il y en a à côté consommateur, il y en a à côté offreur. Donc le marché, c'est fait pour qu'ils se rencontrent, pas que la veille pour le lendemain, mais aussi à l'avance. Alors, merci Yannick pour cette intervention. Donc voilà, comme ça a été précisé, les batteries sont beaucoup développées sur 2 systèmes aujourd'hui, réserve primaire, réserve secondaire. Sur le long terme, c'est un peu plus compliqué d'avoir la visibilité de marché pour les investissements. Je ne sais pas si un des acteurs veut rajouter quelque chose ou si on laisse en fait la place au public pour le mot de la fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Devant, allez-y. Je comprends bien ce que vous avez dit pour la France avec 20% de l'énergie intermittente, mais le RTE doit aussi fournir sur les autres pays européens qui peuvent atteindre 50% d'intermittents. Et donc là, est-ce que ça a un intérêt plus marqué que ce
que vous avez expliqué pour la France. Quand je dis la France, en fait, RTE n'intervient pas sur le marché, hein, au cas où il y a des doutes. Donc tous ces équilibres-là, ils se font en amont. RTE a deux rôles. Il a le rôle d'avoir un réseau, qui est la plateforme physique qui permet ces échanges-là, et puis après de gérer les équilibres au dernier moment, quasiment. Mais tout ce qui est en amont, c'est fait par le marché. Donc en fait, tous les prix dont on parle, on résume en disant que c'est le prix France, mais c'est le prix France compte tenu des imports-exports et des respirations avec le marché européen. Donc en fait, j'ai pas plus de besoin de batterie et le marché ne révèle pas plus de besoin du fait de l'intermittence européenne. Je dirais que quasiment au contraire, hein, la force du marché européen, c'est quand même à l'ordre 1 de permettre un foisonnement des consommations, des aléas, des productions. Alors le solaire, il est un peu synchrone évidemment, mais tout ce qui est éolien, c'est foisonné. S'il y a du vent en Espagne, ça se compense en partie avec l'Allemagne, etc. Et c'est le marché et le réseau qui permettent ça. Ce qui est vrai, c'est que c'est l'événement de ces 2-3 dernières années, et puis ça va durer pour le coup quelques décennies, c'est ce synchronisme, puisque l'énergie qui se développe aujourd'hui dans le monde, c'est le PV, le plus vite. Et donc, forcément, elle a ce rythme-là. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on a ces prix négatifs, nuls, très variables. Ce rythme-là, on l'observe partout en Europe. C'est pas un phénomène français, on l'a partout en Europe, on l'a en Californie, tu as dû le dire, en Australie, partout. Donc, mais ça fait pas plus de besoin, parce qu'en France, on a des actifs de stockage. On a cité la Chem tout à l'heure, qui appartenait à la SNCF autrefois, mais globalement, l'hydraulique, quand même un formidable outil de mais pas que les steppes. On dit toujours les steppes c'est 5 gigawatts. Mais déjà, pour gérer mes pics l'hiver, le soir, j'ai tous mes lacs. On peut sortir 16 gigawatts du parc hydraulique français à la pointe le soir. Donc 16 gigawatts, c'est beaucoup. C'est un formidable outil de flexibilité. Le parc nucléaire, c'est très décrié, là, un grand débat politique sur la modulation, mais en tout cas, le parc nucléaire, il arrive à baisser de 15, 16, 17 gigawatts sur la journée. Donc c'est tout à fait significatif. Donc on n'est pas dépourvu. C'est pas comme si on avait un système. Des fois, il y a un peu un storytelling comme ça. Le système était tout plat, tout fonctionnait en ruban, et puis maintenant, oh là là, c'est perturbé. Ça, c'est pas la vraie vie, quoi. Ça a toujours été perturbé. On a en France le système le plus thermosensible, par exemple. Donc, depuis 50 ans, on apprend à gérer en fonction de la température notre niveau de consommation qui bouge. On est un des pays les plus thermosensibles au monde. Donc, on a appris à gérer ça. On a appris ça il y a 50 ans. Donc maintenant, ça nous paraît naturel. Gérer l'aléa de température, c'est pas plus simple que de gérer l'aléa de vent ou l'aléa de soleil. C'est à peu près de même nature. Donc tout ça, c'est faisable. Mais donc la respiration avec l'Europe, ça va nous pousser. Moi, le chiffre que j'aime toujours citer, si j'en cite qu'un, c'est 60 gigawatts de PV qui s'installent chaque année en Europe. 60 gigawatts, pour ceux qui n'ont pas l'ordre de grandeur en tête, c'est plus que la consommation d'électricité en France aujourd'hui. Le pic aujourd'hui, ça doit être 45. Je n'ai pas regardé ce matin, mais on doit être, détrompez-moi, mais autour de 45 gigawatts là, cette saison. Donc voilà, 60 gigawatts de PV. Alors, ça ne produit pas toujours 60, etc. Mais en Allemagne, un jour comme aujourd'hui, je n'ai pas regardé la météo, mais il y a quelques jours, ils produisaient 50 gigawatts de PV. Donc vous avez 50 gigawatts à 14 heures, et puis vous n'avez plus rien à 21 heures. Donc effectivement, c'est des flux, c'est beaucoup plus d'échanges. C'est pour ça qu'on dit qu'avec la transition énergétique, il faut plus de réseaux, plus d'interconnexions, parce que ça permet de mutualiser tous ces moyens-là. Mais ce n'est pas forcément plus de batterie. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle? Allez-y. De RTE, je vous laisse. Derrière le terme virtuel, c'est virtuel pour quelqu'un, mais souvent c'est quand même physique pour quelqu'un d'autre, quoi. Hein. Sinon, ça marche pas. Donc c'est une façon d'expliquer que c'est comme si vous aviez une batterie chez vous, puis en fait elle est ailleurs. On dit dans le cloud. Alors en électricité, on est un peu moins, c'est un peu plus matériel que ça, donc c'est quand même quelque part connecté sur le réseau. Mais c'est une très bonne solution, pourquoi pas. Mais c'est la façon. Alors si vous me poussez un peu, je peux parler longtemps, mais c'est la façon dont le système électrique fonctionne depuis 100 ans. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est la mode du circuit court. Mais moi, je dis en électricité, le circuit court, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est l'économie du partage. C'est ça la bonne valeur. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, vous n'êtes jamais posé la question de à qui appartient la centrale qui vous alimente. On l'a toujours partagé et optimisé. Alors l'électron, déjà, il suit des lois que personne n'arrive à réformer, c'est un problème. Et puis, mais en fait, quand vous appuyez sur l'interrupteur, vous ne savez jamais à qui appartient la centrale. Et c'est une question qu'on ne s'est jamais posée.
Donc on a toujours été dans l'économie du partage, qui est une très bonne valeur pour justement être dans la sobriété, être dans le partage des ressources, être dans la limitation des moyens et dans, in fine, partager l'optimisation du coût. Juste un chiffre, alors, du coup ça fait un deuxième, mais tant pis. Vous savez, sur circuit court, hein, donc je sais que les gens aiment bien faire du local et tout, moi aussi sur les tomates, et encore chez moi il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais en vrai, sur l'électricité, quand vous transportez l'électricité sur 1000 km, vous perdez 1%. On parlait de rendement tout à l'heure. Le transport d'électricité, c'est extrêmement efficace à grande distance. Les pertes de RTE, globalement, y compris les réseaux régionaux, c'est 2% de toute l'énergie consommée en France. On perd beaucoup plus dans la rue, et ce n'est pas une critique du tout pour mes collègues de distributeurs, c'est un fait physique. C'est juste RI carré, et si on a fait des gros réseaux avec des grosses tours, c'est pour avoir des grosses tensions et des petits I, parce qu'au carré, ça fait des grosses pertes. Donc voilà, c'est tout bête. Mais 1% de pertes à traverser la France, en termes d'efficacité. Donc, les pylônes, c'est moche, tout ce que vous voulez, hein. Mais par contre, en termes d'efficacité énergétique, c'est pas le souci. On perd pas là. On perd plus à passer dans une batterie et à récupérer l'électricité, et c'est pas une critique non plus, c'est un fait. On va perdre 10%, qu'à traverser la France. Donc c'est juste, voilà, le local avec ma batterie chez moi, etc., c'est un modèle qui se discute. Oui, je ne trouve pas que la question soit si provocatrice que ça, parce que c'est ce que disait Yannick, c'est le système, il faut le voir au sens large du terme. Alors après, il ne faut pas tomber dans le marketing non plus. Il y a quelques années, on ne parlait pas de stockage virtuel, on parlait de virtual power plant. Et donc, on se disait aussi, effectivement, on va mettre en réseau, entre guillemets, de manière virtuelle, tout un tas de capacités qui sont à droite, à gauche, et donc ça va faire des agrégats, etc., etc. Alors, oui, par certains aspects, encore une fois, toutes les règles de marché qui ont été mises en place, tous ces éléments-là, ça ne veut pas juste dire que ça considère un asset à un moment donné, à un instant T, etc. Mais voilà, inversement, il faut se méfier des raccourcis qui peuvent être faits autour de ça. Il y a des grandeurs physiques derrière, il y a des réglementations, il y a des lois économiques aussi. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu un mix des deux, et on a vu que cette histoire de VPP, finalement, ça a assez mal vécu. En tout cas, en France, voilà, les Allemands ont récupéré ce concept. Donc voilà, je pense que votre question elle est à double tranchant, mais je pense que c'est une vraie question aussi de mettre en place une logique systémique. Et je fais juste un petit commentaire sur donc le principe des batteries virtuelles, c'est que si vous produisez de l'énergie solaire et que vous l'injectez sur le réseau, vous avez un accord commercial avec une entreprise qui dit bah, je compte cette énergie que vous injectez, je l'ajoute dans cette batterie virtuelle. Mais il faut savoir que cette entreprise qui, quelque part, vous achète, vous donne une valeur économique à l'énergie injectée sur le réseau, il faut qu'elle trouve une valeur économique. Alors soit elle a elle-même des actifs de stockage ailleurs, mais en général, ce n'est pas le cas parce que c'est des métiers différents. Donc en fait, elle va se rémunérer plutôt au tarif du réseau, au tarif de marché. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une cannibalisation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on produit l'énergie solaire, on a des prix spot de plus en plus bas. Là, en avril, en 2025, la cannibalisation est très forte en France. Donc j'ai, sans vouloir causer un tort aux gens qui proposent des batteries virtuelles, ça me semble difficile. Les business models étaient meilleurs quand on avait peu de solaire et qu'il y avait une bonne valeur de marché de l'énergie solaire injectée qu'aujourd'hui où il y a une forte cannibalisation. Voilà. Merci à tous les trois pour une réponse quand même très complète, je pense. Est-ce qu'il resterait une question dans la salle? On pourra peut-être en prendre une dernière. Didier Voyant de l'AIEA, il y a eu un projet qui est sorti en début d'année aux Émirats, où ils font à la fois batterie plus solaire, de très grande taille. J'aurais aimé que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez et son avenir, parce que quand je vois les coûts, effectivement, le LCOI, cette fois pas le LCOS, je vois mal comment il va se situer, effectivement. Alors, il sera non intermittent, donc ça c'est l'intérêt, mais comment ça se situe? Quelle est votre opinion sur le sujet? Non, mais je peux... on voit des projets de ce type à différents endroits et à différentes échelles. On parlait de l'Australie en particulier, sur lequel ils réfléchissent également. Il y a au Moyen-Orient. Les zones sont quand même assez différentes les unes par rapport aux autres. Ce qu'on évoquait là, c'est quand même des chiffres qui sont très franco-français, ou en tout cas avec un œil européen, avec des usages aussi de l'énergie qui ne sont pas les mêmes, avec une maturité. Voilà, au Moyen-Orient, il y a aujourd'hui du développement
Et vous le savez bien sur aussi les réflexions autour du nucléaire, que ce soit sur du SMR ou d'autres types de technologies. Donc non, je pense que c'est des solutions et des systèmes qui ont leur place sur des usages comme autour du digital, autour de la désalinisation, etc. Donc, et là, le couplage est intéressant parce que c'est des zones sur lesquelles en plus on peut avoir des ensoleillements qui sont assez stables. Hein. On est sur des météos et des géographies qui sont assez connues. Donc par rapport à cet usage et dans cette géographie, je pense que ça a du sens. Par contre, effectivement, ça ne s'est pas préconisé et ça se développera beaucoup moins en Europe sous cette forme-là. Moi, je pense que ça répond à deux vrais sujets. Alors, je ne sais pas si ça se développera. Je suis un peu aussi définitif que toi, mais je sais pas. J'avais pas l'impression que ça se développerait pas en Europe. Nous, on encourage plutôt ça dans la vision. Pourquoi il y a des très gros projets, par exemple en Chine aussi. Ils ont, au désert de Gobi, je crois, près de la Mongolie, ils ont fait la plus grosse centrale solaire avec une énorme batterie. Alors, c'est des projets qui sont très loin. Donc, ils tirent du réseau. Je ne sais plus, en Chine, c'est 800 kV ou 1000 peut-être. Donc ils tirent une énorme ligne exprès pour alimenter le solaire. Si la ligne elle sert que pendant le pic solaire, c'est un peu dommage en termes d'utilisation de l'actif. Donc il y a un moment où les enjeux réseau viennent aussi, c'est-à-dire que ça vaut le coup, plutôt que de rajouter la batterie avec le solaire de temps en temps, ça vaut le coup de lisser un petit peu sa courbe de conso pour l'impact réseau et pour ce que disait Stéphane sur la partie cannibalisation. C'est-à-dire ça permet quand même d'utiliser l'énergie solaire à des moments où c'est moins cannibalisé, où ça a plus de valeur. Que ce soit en autoconso, ça évite d'acheter sur le marché, ou que ce soit pour le revendre. Donc à mon avis, ce lissage, enfin moi j'entends ici aussi, il y a beaucoup d'acteurs qui parlent de ça, qui parlent de panneaux PV, biface, est-ouest, pour justement faire du chameau et pas du dromadaire, hein. Comme dit Jean-François. J'étais pas allé jusqu'au bout, mais effectivement, je sais pas s'ils sont amis, il faut que je me renseigne. Mais il y a cette évolution de dire là-bas c'était de faire du solaire, maintenant ça se développe tellement. Le New Frontier maintenant, c'est quand même d'élargir cette courbe-là d'une façon ou d'une autre. Moi, je pense que le faire localement, ça a du sens. S'il y a de la place, etc., je pense que ça a du sens, y compris même en France, hein, sur les aspects réseau. Il y a beaucoup de projets de batterie là qui veulent se raccorder et puis ils râlent parce que ça prend longtemps. Ben oui, construire une ligne en terrain public, il y a plein d'autorisations, etc. Nous, on en a pour effectivement plusieurs années. S'ils se mettent sur un site, si c'est pour stocker du solaire, comme on le raconte aux enfants, qui se mettent près des panneaux solaires. Et si c'est pour stocker au moment où le panneau produit et pour déstocker quand le panneau ne produit pas, le réseau, il est déjà là, il peut venir tout de suite. Donc il y a une dimension d'accélération qu'on peut faire, je crois. Je ne sais pas que je ne crois pas effectivement à ce couplage. Je pense qu'il est vertueux, y compris dans nos géographies. C'est une question d'échelle. Ah oui, non, ce ne sera pas les mêmes tailles, oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça que je ne pense pas qu'il va s'implanter sur France. Les grands projets, il y a eu des grands projets prévus dans le sud-ouest, mais ils ont un petit peu dans les Landes là, des 500 mégawatts, etc. Mais ils vivent pas très bien en ce moment. C'est ça. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Mais par contre que localement il y ait ce genre de système, y compris avec de la mobilité électrique dans certains cas, etc. Voilà, là c'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Et peut-être un dernier commentaire sur ce sujet. Quel est l'intérêt parfois de mettre le stockage à proximité, soit des moyens de production, soit des lieux de consommation? Effectivement, c'est exactement ce qu'a dit Yannick, c'est de réduire les contraintes sur le réseau. Donc si c'est côté production, c'est pour éviter de dimensionner le câble pour le pic de production solaire. Si c'est côté consommateur aussi, c'est de mettre du stockage sur des zones déjà raccordées au réseau plutôt que faire venir une nouvelle ligne, parce que dans les business models de stockage, c'est un coût assez important, c'est un coût et c'est un temps assez important, parfois de plusieurs années quand on parle vraiment de grandes centrales de stockage, alors que le stockage derrière le compteur, il a l'avantage de pouvoir se déployer relativement rapidement. Et un autre point, c'est après on s'inscrit toujours dans un cadre réglementaire et un peu dans un jeu en tant qu'acteur économique, on va optimiser le cadre réglementaire. Pour le stockage derrière le compteur, il y a le coût de l'énergie dont on parle tout le temps, les prix spot avec la bosse, et il y a le TURP. Donc le TURP, le tarif d'utilisation du réseau d'électricité, il a également un tarif avec des heures pleines, des heures creuses, hiver, été, également des pointes pour les entreprises. Et quand on est derrière le compteur, on va optimiser entre guillemets le coût complet de l'électricité. Et donc, fort heureusement, l'incitation tarifaire fait que les heures creuses sont en règle générale aussi les heures où on a des coûts d'électricité bas, et l'évolution du placement des heures creuses va encore un peu mieux aligner ça, notamment l'été. Mais donc finalement, le stockage soit se charge depuis du panneau solaire localement, soit se charge d'une énergie abondante sur le réseau. Et là, par rapport au moment où vous allez à l'inverse éviter une consommation,
vous économisez à la fois la différence du coût de la fourniture, du coût de l'énergie, et la différence de coût de turpe. Et donc ça aussi, ça peut donner des marges supplémentaires. On a peut-être 100 euros d'écart sur la partie énergie, plus 10 ou 20 euros d'écart sur la partie turpe. Et c'est à cette échelle-là, ça vous fait gagner des points de rentabilité, parce que in fine, c'est des investissements financiers, et notamment les industriels, ils vont quand même y aller si ils ont une bonne visibilité et un retour sur investissement assez rapide. Alors Jean-François, je te laisse en 2 mots terminer, parce qu'on m'a fait des signes de croix au fond de la salle. Nous, pas vous, mais nous on les voit. On s'est permis de durer un peu plus longtemps parce qu'on a eu l'autorisation, mais on va conclure rapidement et aller manger, je pense. Non, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en fait, je vais rappeler le cas de la SNCF. En fait, la SNCF, elle a d'une part beaucoup de foncier disponible et elle a aussi des réseaux électriques privés, en fait. Et en fait, ça veut dire qu'elle peut stocker en fait sur ses sites et réutiliser sur d'autres. Enfin, elle peut produire sur ces sites, utiliser ces réseaux électriques privés et l'utiliser sur d'autres sites, en fait, sans payer le turp. Donc merci à tous pour cette intervention. Donc si je peux conclure en quelques secondes, on a essayé de faire un panorama du développement du stockage dans le monde. On a vu un petit peu quels étaient les besoins en France, plutôt journaliers, des batteries qui se sont beaucoup développées en front of the meter et qui ont beaucoup misé sur des réserves et qui se cannibalisent sur ces réserves, donc qui vont finir par avoir plus de mal à se rémunérer. Donc il y a besoin de nouveaux modèles économiques. On a des acteurs présents ici qui en partagent. Il y en a encore d'autres qui existent. Donc je vous invite à vous renseigner sur ces sujets. Je vous remercie encore une fois de plus pour votre présence. C'est toujours très satisfaisant de voir une salle remplie avec des personnes debout. Désolé pour vous, mais voilà, c'était super. Merci beaucoup. Je vais juste demander aux acteurs de rester un petit peu parce que j'ai besoin qu'on prenne une photo en commun. Merci à tous.